Ce panel et cette discussion sur le mentorat inclusif, y compris une discussion des pratiques, retombées et défis actuels. Avant de débuter, j'aimerais commencer par reconnaître que je suis située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je me trouve aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Véronique Church-Duplessis. Je suis la directrice de la recherche et de l'évaluation chez Mentor Canada depuis sa création en 2019. Donc, Mentor Canada travaille à mobiliser les individus et les institutions à travers le pays pour promouvoir les expériences de mentorat et pour aider les jeunes à atteindre leurs objectifs grâce au mentorat. Très rapidement, la discussion d'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, aura 4 angles principaux. Donc, on parlera des approches pour le mentorat inclusif, de ses retombées, des défis qui y sont associés et des solutions possibles pour surmonter ces défis. Sans plus tarder, je vous présente nos intervenants et intervenantes aujourd'hui, nos panélistes, en commencer par Jennifer Petrala, qui est une experte en mentorat à l'accélérateur mentoral de Mentorat Québec et spécialiste de l'implantation de programmes de mentorat qui promeuvent l'équité et l'inclusion de la diversité. Forte d'une carrière internationale l'ayant amenée à étudier et à travailler sur 4 continents, Mme Petrala est une conférencière multilingue adepte de la gestion de projets, des communications et de l'engagement du public. Elle conseille de nombreuses entreprises québécoises sur l'implantation et l'évaluation de leurs programmes de mentorat et forme des mentors et mentorés d'horizons variés. Motivée par la rigueur, la créativité et la valorisation de l'individu, Mme Petrala est elle-même mentor et mentorée en évolution. C'est là qu'on voit que mon chapeau de directrice d'évaluation est bien ancré. Donc, Mme Petrala est elle-même mentor et mentorée en évolution perpétuelle. Nous sommes aussi heureuses d'accueillir aujourd'hui Nicolas Viennot, qui est directeur du collectif Mentorat en France. Monsieur Viennot a d'abord travaillé pendant plus d'une dizaine d'années au sein de collectivités locales en région parisienne. Il a contribué à y concevoir et à y mettre en œuvre des politiques publiques d'aménagement du territoire, de développement économique, de politique de la ville notamment. Il a souhaité ensuite orienter sa carrière vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Après un passage au SAMU social de Paris, il a rejoint le collectif Mentorat en 2020 pour en devenir le premier salarié avant d'en devenir le directeur quelques mois plus tard. Finalement, nous sommes heureux d'accueillir aussi Bérénice Salomon de Tirelire d'avenir. Bérénice a toujours eu un penchant pour le social avec une envie très forte d'accompagner, de fédérer et de créer du lien interpersonnel. Très tôt, elle a été animatrice chez les scouts, a enchaîné le babysitting et job d'animatrice ou d'accompagnatrice au devoir. Madame Salomon est formée à l'économie sociale et familiale avec un complément en BTS esthétique et un master en entrepreneuriat, au cours duquel elle a fait une alternance dans la formation à l'insertion professionnelle. Depuis un peu plus d'1 an, elle travaille chez Tirelire d'avenir en tant que responsable de programme de lien social pour les jeunes isolés, en grande précarité ou en rupture familiale. Donc, sans plus tarder, nous pouvons débuter la discussion. Et pour cette discussion, nous n'avons pas besoin de diapos. Donc, je suis heureuse aujourd'hui de convier ces panélistes pour avoir une discussion à propos du mentorat comme levier pour le changement social, puisqu'on sait que le mentorat peut être plus qu'un outil pour le changement au niveau individuel. Et que c'est un outil qu'on peut mettre à profit pour favoriser l'inclusion socio-économique de personnes et de divers groupes qui sont confrontés à des obstacles systémiques tels que le racisme, le sexisme ou autres isms, comme on dit souvent en anglais. D'ailleurs, une étude de Cornell University a démontré que le mentorat en entreprise est l'une des stratégies les plus efficaces pour favoriser la diversité et l'inclusion, qu'il est en même temps plus efficace que d'autres tactiques telles que la formation ou les quotas.
Toutefois, on sait aussi que le mentorat pour favoriser l'inclusion ou l'insertion, si vous êtes en France, n'est pas sans défi. Donc, notre conversation aujourd'hui se concentrera à la fois sur le potentiel du mentorat pour favoriser l'inclusion, mais aussi pour souligner les défis dont il faut tenir compte dans la mise en place d'un programme de mentorat inclusif qui aille dans le sens du changement social que l'on désire et qu'il aille au-delà des retombées au niveau individuel. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à nos panélistes, en commençant par Jennifer. Jennifer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Mentorat Québec, de ses origines et de sa mission? Oui, absolument, avec plaisir, avec grand plaisir. Donc, Mentorat Québec, ça fait plus que 20 ans que nous sommes installés sur le territoire québécois. Notre mission, comme vous l'avez dit tantôt, Véronique, c'est de promouvoir le mentorat, la bonne pratique mentorale sur le territoire, d'apprendre de ce qui se fait ailleurs et de le promouvoir ici. Donc, le mentorat au Québec, c'est une pratique qui est un peu dispersée. Ça fait longtemps que certaines entreprises, certaines organisations, certaines autres structures le pratiquent, mais selon nous, pas assez. On y croit fermement et notre mission, vraiment, c'est de le propager dans les règles de l'art. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus aussi du programme de l'accélérateur mentoral que Mentorat Québec a mis en place il y a quelques années et du rôle que ce programme-là joue dans la mission de l'organisme? Absolument. Donc, depuis 2019, nous sommes subventionnés par le secrétariat de la condition féminine du gouvernement du Québec pour encourager le mentorat inclusif dans les secteurs à prédominance masculine. Donc, ici au Québec, les indicateurs en ce qui concerne la place des femmes dans la société sont moins pires qu'ailleurs, mais on n'est toujours pas encore dans la parité, soit que ce soit dans les instances décisionnelles, que ce soit dans les salaires et les rémunérations. Le secrétariat de la condition féminine, comme nous, croit que le mentorat peut y pallier. Donc, notre mission à l'accélérateur, c'est d'égaliser les chances pour les femmes et pour les membres d'autres groupes sous-représentés pour que tout le monde puisse se réaliser à son plein potentiel. Merci. On y reviendra plus en détail sous peu. Je vais passer la parole maintenant à Nicolas. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un peu des origines du collectif Mentorat et de sa mission? La situation en France est très intéressante. Je sais qu'on y porte attention au Québec. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, si tu peux nous parler un peu du contexte. Oui, bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci Véronique de m'avoir proposé d'intervenir lors de ce panel. Voilà, je suis très heureux parce qu'à travers ce panel, c'est aussi l'occasion de renforcer nos liens entre collectif Mentorat et Mentor Canada, Mentorat Québec. Le collectif Mentorat, ça a d'abord été une initiative informelle de la part de 8 associations qui ont constaté qu'elles faisaient la même chose, à savoir de l'accompagnement individuel de jeunes en difficulté par des bénévoles. La pratique avait alors des noms différents d'une association à l'autre, qui pouvaient parler d'accompagnement individuel ou de parrainage ou parfois de mentorat. Mais elles ont constaté ce socle commun et elles ont aussi voulu porter ensemble un plaidoyer pour que le mentorat, qui était une initiative de la société civile, puisse être porté par la puissance publique et ainsi devenir une politique publique. Voilà, c'est ce qui les a motivés à structurer, à la fois leur action, mais aussi, le collectif Mentorat qui s'est constitué en association en décembre 2020, donc à peu près 1 an après ces premières rencontres informelles entre les associations. Et aujourd'hui, le collectif Mentorat accueille 74 organisations, qui toutes développent des programmes de mentorat tournés vers les jeunes, vulnérables et les jeunes en difficulté. Donc ce sont elles les opératrices des programmes et nous, en tant que tête de réseau, on développe 3 grands types de missions. On poursuit un plaidoyer pour, rendre plus visible le mentorat auprès du grand public. On représente l'écosystème du mentorat tout en, s'attachant à élargir cet écosystème à de nouveaux partenaires publics et privés. Et puis troisième mission, on accompagne nos organisations membres vers un mentorat de qualité en proposant, chaque année un programme d'animation qui se compose de moments de co-développement, de partage de pratiques, d'intervention d'experts et puis bien sûr, on est en train de créer un label mentorat qui va permettre, de consigner dans une même grille les meilleurs standards de qualité que peuvent suivre les programmes de mentorat pour avoir plus d'impact.
Merci Nicolas. Un peu comme Mentorat Québec, Mentor Canada et le collectif Mentorat, on voit que les grands organismes nationaux ou provinciaux ont un rôle important à jouer en fédérant les organismes et les programmes sur le terrain. Et puis justement, nous avons Bérénice qui est ici aujourd'hui pour nous parler de la situation sur le terrain pour regarder plus précisément une des manières selon laquelle le mentorat est mis à profit pour favoriser l'inclusion ou l'insertion sociale. Donc, Bérénice, je te passe la parole. Est-ce que tu peux nous parler un peu du programme Côte à Côte de l'Association des tirelires d'avenir et de ses objectifs? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, le programme Côte à Côte a été fondé il y a maintenant 3 ans, enfin, non, pardon, un peu plus de 2 ans et demi. Et il a pour objectif de sortir les jeunes en rupture familiale, en grande précarité et en situation de vulnérabilité. Il a pour objectif de les sortir de l'isolement par le fait de mettre en binôme, du coup, avec un mentor, ces jeunes, dans le but de les faire grandir à travers plusieurs étapes, et ce pendant 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, chaque binôme va vivre un programme de lien social à travers différents découpes dans le programme. C'est-à-dire que les 2 premiers mois, il va y avoir des temps collectifs avec plusieurs binômes qui sont ensemble dans un même lieu. Ils vont vivre des activités comme de la peinture, de l'écriture, de la découverte un peu du quartier dans lequel on est. Nous, on est situé en plein centre de Paris. Les 2 mois d'après, du coup, les binômes vont apprendre à mieux se connaître à deux à travers des défis de binôme. Voilà, l'idée, c'est qu'ils apprennent à se connaître et vraiment à se rencontrer, à voir un peu ce que chacun peut apporter à l'autre dans la vie. C'est-à-dire que s'ils ont une passion, s'ils ont 2 passions séparées, voilà, chacun va venir un peu rencontrer la passion de l'autre. Et à la fin, une fois qu'ils se connaissent mieux, ils vont réaliser ensemble un projet sur les 2 derniers mois du programme. C'est-à-dire que ça peut être un projet artistique, un projet créatif, un projet sportif, un projet, voilà, ça peut prendre un peu toutes les envergures qu'ils veulent, voilà. Sachant que du coup, nous, on fait du mentorat, ce qu'on appelle du mentorat horizontal, c'est-à-dire que on estime que chacun a à apporter à l'autre dans le programme, et que voilà, c'est ces 2 humains qui vont apprendre l'un de l'autre. Je ne sais pas si ça répond à votre question et si c'est compréhensible. Oui, merci Bérénice. Je crois que le terme mentorat horizontal est très, très intéressant, assez peu utilisé, je crois, en Amérique du Nord, là, au Québec, dans la francophonie, mais peut-être que ça méritera d'être adopté. Bérénice, à nouveau, est-ce que tu peux nous parler un peu de certains résultats d'intervention jusqu'à présent ou du nombre de jeunes qui ont participé à votre programme et quelques résultats par rapport à l'inclusion sociale, justement? Alors, nous, on a eu cette année un peu plus de... On tourne autour des 150 binômes formés dans l'année 2023. Et sinon, depuis le début du programme, il me semble qu'il y a eu un peu plus de 250 binômes formés. Voilà, donc ce qui fait que finalement, on a eu un peu plus de 500 participants au programme si on compte le jeune et le mentor. Voilà, au niveau de l'impact que ça a, on sent que les jeunes gagnent en confiance en eux, qu'ils sont plus à l'aise pour parler en public, pour postuler aussi à des offres de stage, d'alternance et d'emploi. On sait que voilà, à travers les temps collectifs, ils arrivent à s'ouvrir, ils arrivent à apprendre à mieux se connaître eux et à apprendre à connaître les autres, à s'intéresser aux autres. Et du coup, c'est ce qu'on observe vraiment au quotidien à travers chacun des liens qu'il y a dans le binôme. Enfin, évidemment, quand on est le nez dedans, on a un peu du mal à se rendre compte de ça. Mais en fait, c'est à la fin des 6 mois, on a beaucoup ces retours-là des jeunes qui ont beaucoup pris confiance en eux, qui arrivent à regarder dans les yeux les gens. Enfin, voilà, on a vraiment ces mots-là qui sont dits en fin de programme. Et voilà, c'est principalement ça. C'est beaucoup de soft skills qui sont développés à travers
à travers le programme Côte à Côte. Voilà. Merci Bérénice. C'est un exemple précis, très intéressant. Si je peux te demander, Nicolas, nous parler un peu de la diversité des manières selon laquelle le mentorat est déployé en France pour favoriser l'insertion sociale. Est-ce qu'il y a des exemples de groupes qui sont ciblés ou d'approches spécifiques qui méritent d'être mentionnés et aussi quelles réussites ont été observées jusqu'à présent? Oui. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui réunit les organisations du collectif Mentorat, c'est qu'elles déploient des programmes de mentorat tournés vers les jeunes en difficulté. Et c'est à partir de cette expression «jeunes en difficulté» qu'on trouve toute la diversité, de nos programmes en fonction des publics touchés. Parce que les difficultés peuvent être de tous ordres. On trouve des difficultés liées au territoire hein, où habitent les jeunes, que ce soit des quartiers déshérités, des quartiers, qu'on appelle politique de la ville en France ou des zones rurales. Dans les 2 cas, il y a des enjeux liés à un déficit de mobilité, de la part de ces jeunes, un enjeu lié à l'accès, aux lieux symboliques, aux grandes métropoles. Un autre type de difficulté que peuvent connaître ces jeunes, c'est bien sûr des difficultés socio-économiques. Donc on a des programmes, dont les bénéficiaires sont des étudiants boursiers, par exemple. Autre type de difficulté, les difficultés que peuvent connaître les enfants, les adolescents à l'école, que ce soit dans leurs résultats scolaires ou parce qu'ils, sont pas loin du décrochage scolaire. Et puis on a aussi des publics, qui ont des besoins spécifiques, qui correspondent à leurs difficultés spécifiques, parce que ce sont des jeunes en situation de handicap ou des jeunes, sortant de prison ou des jeunes, qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Heu, voilà et évidemment, il arrive bien souvent que les difficultés se cumulent et que ce sont des jeunes qui, à la fois, habitent en quartier prioritaire, ont des difficultés socio-économiques et des difficultés à l'école. Si je prends un exemple de programme pour un groupe ciblé, en ce moment, en France, on parle beaucoup des lycées professionnels, qui proposent aux jeunes des études plus courtes pour, arriver rapidement sur le marché du travail, sur des métiers qui sont essentiellement des métiers, tournés vers l'industrie ou les services à la personne, des métiers qui, impliquent des études courtes. Voilà, c'est souvent une voie évidemment dévalorisée, et c'est souvent, dans cette voie que s'orientent des jeunes qui n'ont pas eu le choix dans leur orientation. On parle d'orientation subie et c'est là aussi qu'on voit beaucoup de décrochage et de jeunes issus issus des catégories les moins favorisées. Donc si je prends un exemple de programme pour ce groupe de lycéens professionnels, on a une association au sein du collectif Mentorat qui s'appelle C'est possible et qui accompagne exclusivement des lycéens professionnels et donc il y a évidemment du mentorat, pour faciliter leur insertion professionnelle, donc c'est un accompagnement individuel par un mentor issu, d'une entreprise. Mais il y a aussi en complément, des ateliers collectifs qui s'appellent ateliers valeurs. Alors j'en sais pas beaucoup plus, mais des ateliers collectifs, en gros, pour acquérir les codes de l'entreprise et une aide, à la recherche de stages, parce que c'est quelque chose de très important dans le parcours des lycéens professionnels et également des moments de découverte d'entreprise, via les mentors, ou via l'association. Oui, et puis, Nicolas, tu m'as fait parvenir récemment une étude d'impact à propos d'un programme en France qui se focalise sur les jeunes qui sont pris en charge par l'État. Est-ce qu'il y a certaines conclusions qui méritent d'être partagées par rapport au rôle du mentorat vis-à-vis de la réussite de ces jeunes et de leur insertion sociale? Oui, alors il s'agit d'une étude d'impact, qui a été lancée auprès de jeunes, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, à qui on a proposé des actions de mentorat. Et donc, l'étude s'attachait à voir l'impact du mentorat sur, ces jeunes dans la durée, hein, sur, 1 an et demi, je crois, pas plus malheureusement, mais c'est toujours compliqué de lancer des études, longitudinales. Hem et alors ce qui apparaît, c'est assez timide, mais c'est que le mentorat, atténue certains effets négatifs, du fait qu'ils sont pris en charge par l'ASE, et qui sont un peu perdus. Donc le mentorat leur permet de moins décrocher à l'école, donc en cela de prévenir le décrochage scolaire. Le mentorat,
je ne me souviens plus l'expression exacte, mais le mentor permet aux jeunes peut-être de quitter certaines mauvaises habitudes, par exemple des addictions, au tabac ou, à l'alcool. Le mentorat, permet aussi à ces jeunes d'éviter, de poursuivre «des mauvaises fréquentations» entre guillemets avec, certaines personnes qui tireraient le jeune, vers le bas. Voilà. Merci, Bérénice et Nicolas, pour ces exemples intéressants. On va se tourner un peu maintenant vers le Québec et Jennifer, l'accélérateur. Euh, Jennifer, donc, comment est-ce que le mentorat peut aider à surmonter les défis associés à l'inclusion des femmes et des personnes de la diversité de genre dans les domaines à prédominance masculine? Et en quoi est-ce que le programme de l'accélérateur est unique? Oui, donc, pour prendre la première question en premier, deuxième question en premier, l'accélérateur, je pense, n'est pas unique dans le sens où les programmes de mentorat féminin existent depuis longtemps, bien avant 2019. Et c'est sur ces programmes-là qu'on s'est basé pour bâtir nos propres meilleures pratiques. Mais comme tout programme de mentorat, le mentorat s'exerce dans une certaine culture. Puis on a une certaine culture ici au Québec qui mérite d'être prise en charge, même considérée dans la construction de toute initiative mentorale. Donc, je pense que c'est le premier facteur en quoi l'accélérateur mentoral est distinct. On a une composition particulière ici de la place des femmes qui est basée sur des facteurs historiques qui ont fait qu'il y a eu une révolution tranquille dans notre province dans les années 60, 70, qui ont comment dire, qu'ils ont catapulté des innovations pour les femmes pour lesquelles nous sommes devenus un exemple dans le monde développé. Au même temps, il y a d'autres facteurs qui font en sorte que, bon, on a une immigration très importante au Canada, surtout dernièrement, on a fait immigrer 1 million de personnes au courant des 12 derniers mois. Donc, les nouveaux Canadiens, ils viennent avec leur culture propre, qui nous apprennent beaucoup, qui sont une source de richesse et qui font évoluer aussi les mentalités. Donc, je nomme que deux facteurs qui influencent cette approche-là, qui nous laisse avec une leçon centrale, c'est la nécessité d'être adaptif. Donc, l'accélérateur mentoral prône beaucoup une approche adaptive. On va adapter un programme à un milieu. On va adapter un programme à une industrie. On va adapter le programme de mentorat aux personnes, aux cibles de l'organisme, aux valeurs de la personne mentorée. Et on va vraiment mettre beaucoup d'emphase sur le caractère, comment dire, répondant aux réponses. En anglais, on dirait the responsive character of mentorship. C'est le mentor selon Mentorat Québec et selon l'accélérateur mentoral. Le mentorat n'est pas là pour faire entrer la femme ou l'autre personne dans le cadre de l'industrie ou de l'entreprise, oui, pour l'aider à s'approprier la culture d'entreprise aussi, mais aussi pour faire valoriser les valeurs de la personne mentorée. Et si on parle de mentorat inclusif, c'est aussi pour faire évoluer les structures dans l'organisation, dans la société, qui font en sorte que parfois des personnes qui sont en situation minoritaire ont plus d'obstacles que les personnes en situation de dominance. Merci. Est-ce qu'il y a quelques réussites de l'accélérateur que tu aimerais souligner? Oh, on a tellement de belles réussites. Donc, je vais peut-être parler du parcours d'accompagnement dans l'implantation d'un programme de mentorat inclusif. Donc, ça faisait un petit bout que l'accélérateur mentoral accompagnait des organismes, des entreprises un à un pour implanter un programme de mentorat inclusif. Et puis, à un moment donné, on voulait augmenter notre force de frappe. Donc, on a développé un cours qui se donne virtuellement avec des outils digitaux à une cohorte d'entreprises au même temps. Donc, on se voit aux 2 semaines pour 3 heures. On a une cohorte de 5-6 entreprises, puis on suit le cours ensemble. C'est un très grand succès. Les entreprises aiment beaucoup ça. Ils aiment ça même mieux ou plus que quand on les accompagne individuellement parce qu'ils apprennent les uns des autres. Et puis nous, à Mentorat Québec, ça nous permet d'aider à installer les programmes de mentorat inclusif dans plus d'entreprises. Donc, ça, c'est le cœur de notre mission. Et en prenant toujours les meilleures pratiques, selon nous.
Merci. Et puis, cette idée de meilleure pratique me permet de rebondir et de dire que oui, le mentorat ces temps-ci a vraiment le vent dans les voiles. On sent un engouement de la population pour le mentorat, des décideurs politiques, des bailleurs de fonds également. Et puis, c'est très bien, hein? Tout le monde autour de la table est sans doute content de voir que le mentorat gagne en popularité parce qu'on partage cette croyance dans son potentiel transformateur. Mais je crois qu'on est aussi conscient du fait que le mentorat, ça implique plus que de mettre deux personnes en relation et de leur dire go, allez-y, vous allez tout changer. Donc, on sait qu'il y a des pratiques à suivre et toute une science qui se développe justement derrière le mentorat qui est derrière une pratique mentorale de qualité, une pratique mentorale efficace et une pratique mentorale équitable. Donc, je crois que aussi au cours des dernières années, on a pris conscience d'un certain nombre de défis importants qui peuvent entraver l'influence positive du mentorat pour le changement social. Et puis ces défis, bon, le contexte de la société française, le contexte de la société québécoise est quand même un peu différent, mais souvent on voit que les défis sont semblables. Et puis je me tourne aussi du côté des États-Unis et du Canada anglais. Les défis sont semblables à ce niveau-là aussi. Donc, si on peut parler en ce moment aussi un peu de ces défis, de comment les surmonter, des pistes de solutions pour les surmonter, je crois que ça pourrait être très intéressant pour nos invités et nos participants et participantes. Donc, un des premiers défis qui me vient souvent à l'esprit, c'est cette idée qu'il y a un rapport de pouvoir qui existe entre le mentor et le mentoré et qu'il est important de ne pas le passer sous silence. Bérénice, est-ce qu'on peut revenir un peu à toi? Tu parlais tout à l'heure de cette idée de mentorat horizontal et est-ce que tu peux nous parler un peu de votre approche et en quoi vous tentez et de quelle manière vous tentez de minimiser ce rapport de pouvoir entre mentors? Alors oui, bien sûr. Nous, effectivement, on fait en sorte qu'il n'existe pas à travers une formation et aussi un langage très approprié, c'est-à-dire que voilà, on va parler effectivement de mentor pour différencier quelqu'un au parcours de vie plutôt facile et un jeune pour quelqu'un qui a un parcours de vie plutôt difficile. On va aussi former les mentors aux cas de figure qui pourraient exister pour les jeunes, c'est-à-dire que bah oui, on a des jeunes qui peuvent dormir à la rue, on a des jeunes qui peuvent se prostituer, etc. Et ça, il faut que les mentors puissent être préparés à ce genre de confidences, à ce genre de choses voilà, qui peuvent se passer. En revanche, on leur présente ce mentorat comme un lien fort et amical qui va se créer entre eux. C'est-à-dire que c'est une des premières choses qu'on leur demande. On ne leur demande pas de compétences, on leur demande d'être eux-mêmes, on leur demande d'être à l'écoute et on leur demande d'être adaptables et d'être proactifs. Ça, on le demande à tout le monde parce qu'en fait, c'est un peu les mêmes compétences qu'il faut pour participer au programme Côte à Côte, c'est-à-dire que on vient comme on est et voilà, on est à l'écoute, on est ouvert à la rencontre et on reste authentique, dans cette rencontre et on prévient chaque membre du binôme que la rencontre n'est pas facile, que évidemment devenir ami avec quelqu'un qu'on n'aurait pas rencontré dans un autre cadre, bah, c'est quelque chose qui est évident pour personne et on prépare un peu tout le monde à cette rencontre. Voilà. Et du coup, c'est un moyen, voilà, de rendre cette rencontre beaucoup moins ascendante, ascendante et descendante que ce que pourraient l'être certains types de mentorat. Et un critère auquel on fait beaucoup attention aussi, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'on décide volontairement de mettre en binôme des gens du même âge. C'est-à-dire qu'ils ont généralement pas plus de 2 ans d'écart. Voilà. Du coup, ça, c'est notre critère principal.
Merci Bérénice. Nicolas, si je peux me tourner vers toi, cette question de décalage social entre mentor et mentoré est une des ambivalences qui a été relevée dans une étude qui a été publiée récemment sur le déploiement du mentorat en France. Est-ce que tu peux nous souligner un peu en quoi cet écart social peut poser des défis et quelles sont les pistes pour le surmonter? Oui, c'est une étude que le collectif Mentorat a commandée il y a 15 mois et qui arrive à son terme là en ce moment, qui avait pour vocation pour la première fois de faire le panorama du mentorat en France, afin de mieux savoir, mieux connaître qui sont les jeunes accompagnés, qui sont les mentors, quels sont les ressorts de leur envie de s'engager ou d'être accompagnés et quels effets ils retirent de l'accompagnement mentoral. Euh, alors, l'étude, elle a été portée auprès de nos associations membres qui, comme je le disais, ont vocation à accompagner des publics jeunes en difficulté. Euh, donc, tout cela est directement connecté au fait que ces jeunes accompagnés sont plus fragiles que la moyenne et donc viennent de milieux sociaux moins favorisés pour beaucoup d'entre eux. Mais ça, c'est quand même l'objectif de la politique publique. Un jeune, un mentor, c'est d'accompagner via le mentorat des jeunes qui sont plus en difficulté. Du côté des mentors, oui, ce que constate l'étude, c'est une certaine représentation, parmi les mentors, de mentors salariés de grandes entreprises, qui sont donc plus âgés que les jeunes, qui ont un capital social et culturel plus fort, et qui ont une certaine ascendance forcément. Donc oui, on peut y voir, une forme de contradiction avec le fait que le mentorat, veuille, mettre à égalité le jeune et le mentor. Ici, les conditions ne sont pas forcément toujours réunies, s'il y a d'un côté un jeune qui connaît des difficultés, de l'autre un mentor qui a plus d'ascendant, heu, plus de pouvoir socio-culturel, mais aussi économique. Alors que faire? Alors c'est évidemment un défi, heu, c'est à la fois normal, c'est cette forme d'inégalité mentor-mentoré est à la fois normale, mais en partie contradictoire avec les objectifs du mentorat. Donc là, on voit 2 réponses à ça. D'abord, on insiste, constamment pour, dire et redire que le mentorat implique que le mentor se mette à l'écoute des besoins du jeune et que ce soit bien le jeune qui guide la relation. Heu, pour ça, il faut que nous, on le martèle, mais aussi, que ce soit martelé dans la formation que connaissent tous les mentors en début de parcours. Donc il y a un élément essentiel, c'est la formation des mentors pour qu'ils soient bien au clair sur leur positionnement et ce qu'eux peuvent apporter aux jeunes en fonction de leurs besoins. Et puis le deuxième élément, qui est moins individuel, mais qu'on doit se poser à l'échelle de chaque programme et de l'ensemble des programmes, c'est l'enjeu de diversifier le recrutement des mentors. Aujourd'hui, si on a une forme de surreprésentation de mentors cadres dans les grandes entreprises, c'est parce que le sourcing des mentors par nos associations, il est en quelque sorte surreprésenté et nos associations ont des partenariats déjà anciens avec des entreprises qui se sont, mobilisées de longue date en faveur du mentorat et qui apportent un soutien à la fois financier, mais aussi humain à nos associations à travers l'engagement de leurs collaborateurs. De là, il y a 2 choses. Hem, la première piste, c'est qu'au sein de ces entreprises partenaires, on puisse mobiliser non seulement des cadres, mais aussi des non-cadres. Et donc là, il y a tout un travail qu'on est en train de mener avec ces entreprises pour essayer d'identifier les freins à l'engagement des non-cadres. Il y a des freins objectifs, il y a certains non-cadres qui ont des emplois postés et qui ne peuvent pas forcément se libérer sur leur temps de travail aussi facilement que peuvent le faire les cadres qui, ont plus de flexibilité dans leur emploi du temps. Et puis il y a peut-être des freins psychologiques, de personnes qui se disent: «Bah, moi j'ai pas fait de longues études, je ne sais pas trop ce que je peux apporter à ces jeunes». Alors c'est évidemment faux puisque tous les jeunes n'ont pas forcément vocation à devenir cadres dans des grandes entreprises, bien au contraire. Et puis alors, ça c'est pour la piste, salariée, mais on a aussi, pour continuer à diversifier le recrutement des mentors, celle, d'aller chercher, ailleurs que dans les grandes entreprises, mais de se pencher sur les petites et moyennes entreprises, pour y trouver des mentors qui acceptent de s'engager. D'aller frapper à la porte des entrepreneurs aussi, puisque,
dès lors qu'on accepte que tous les jeunes accompagnés n'ont pas forcément vocation à être salariés, ils peuvent aussi vouloir créer leur entreprise. Et donc avoir un mentor entrepreneur, c'est quelque chose de très riche, sans doute. On a déjà beaucoup de mentors étudiants. Donc là, on est plus près du mentorat de pair à pair. Mais voilà, certaines de nos associations ont des mentors étudiants. Et donc là, le prisme est quand même assez différent, hein. Il s'agit un peu moins de s'intégrer sur le marché du travail, mais de faciliter l'orientation. Et puis, il y a tout un travail qu'on essaie d'engager avec la fonction publique. En France, on a plus de 5 millions d'agents publics. On a une très grande diversité des métiers de la fonction publique. Et les fonctionnaires sont encore sous-représentés parmi la typologie de mentors de nos associations. Donc, on a engagé un travail avec le ministère de la fonction publique pour faciliter l'engagement d'agents publics afin qu'ils deviennent mentors, mais aussi qu'à travers ça, ça puisse renforcer l'attractivité de la fonction publique qui en souffre aujourd'hui, enfin qui souffre d'un déficit d'attractivité. Voilà, donc ce serait gagnant-gagnant, je pense, mais un travail moins évident à faire qu'avec les entreprises qui sont engagées, elles, depuis plus longtemps dans le mentorat. Merci, Nicolas. Je vais passer la parole à Jennifer. Je vois que tu as J'ai levé la une main juste. intervention déjà Oui, je lève la main déjà parce qu'on a parlé, on a fait une exploration à Mentorat Québec la semaine dernière avec un groupe, avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, Nicolas, que eux, ils ont un programme de mentorat dans la fonction publique, justement. Donc, si jamais ça vous prend un exemple de réussite pour appuyer vos démarches, soyez au courant que ça fonctionne très bien. Ah bah oui, si je peux avoir leurs coordonnées pour faire un petit benchmark auprès d'eux, ça pourrait être Oui, très utile absolument. et très éclairant. Ah oui, merci. Et Jennifer, si je peux te poser un peu la même question par rapport aux pratiques et aux stratégies que vous employez de votre côté à l'accélérateur mentoral pour essayer de réduire justement un écart potentiel entre mentor et mentoré, y compris comme il s'agit d'un programme de mentorat dans un milieu à prédominance masculine. Il y a sans doute un certain nombre de mentors qui sont des hommes, donc comment les conscientiser à cette idée de rapport de pouvoir et comment le minimiser? Oui, absolument, absolument. Donc, je vais devoir reprendre les paroles de Bérénice et de Nicolas parce que dans le fond, ça semble être les mêmes principes qui se pratiquent ici aussi. Donc, Bérénice a parlé de relations pair à pair, dans le fond, un écart de 2 ans, quelque chose comme ça. Et puis aussi, c'est ce que j'ai compris du programme Tirelire, il y a 2 mois de binôme en collectif, après il y a 2 mois. Donc, c'est sectionné le programme. C'est pas tout de suite un mentor, une mentorée. C'est une structure un petit peu innovatrice qui va répondre aux besoins de la population cible, dans le fond. Et puis ça, on va le proposer aussi beaucoup. Donc, par ailleurs, on développe une version de nos outils pour la communauté LGBTQ+, et c'est quelque chose qui prône beaucoup, une période d'ajustement. Donc, une période où on rencontre le mentor ou la mentor pendant 2, 3 rencontres, puis après, on décide si c'est vraiment avec cette personne-là qu'on veut continuer. Aussi, des premières rencontres en groupe. Donc là, tu vois, pour des personnes trans, par exemple, ça peut être, il y a peut-être des enjeux de confiance qui s'expliquent très bien. Donc, avant de se confier à un ou une mentor, ben, si on rencontre les mentors en groupe, un groupe de mentorés avec un groupe de mentors, ça permet un petit peu de prendre le pouls avant de s'engager. En ce qui concerne d'autres facteurs, et aussi nommer le pouvoir. Donc, Nicolas et Bérénice l'ont dit tous les deux de nommer cette relation de pouvoir. Nicolas a vraiment mis l'emphase sur la formation. Oublions les objectifs d'inclusion si on ne forme pas. On peut juste les oublier. Nicolas dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. L'inégalité qu'on voit dans les relations mentorales sont normales, mais ne sont pas souhaitées. Pourquoi c'est normal? Parce que nous vivons dans une société où les relations de pouvoir sont inégales, sont déséquilibrées. Et puis, si on ne les nomme pas, si on ne forme pas les individus, premièrement, à les reconnaître et ensuite à agir autrement, c'est normal qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose. Voilà.
Voilà, j'avais mis quelques notes et puis ben, c'est pas nécessaire. Vous avez couvert tous mes points. La seule chose que je noterais, c'est que ce dont vous discutez est aussi présent du côté du mentorat côté Canada anglais et aux États-Unis. On observe les mêmes phénomènes. Les stratégies d'action sont les mêmes. Donc, cette idée de former les mentors, de nommer l'inégalité et de mettre l'accent sur l'horizontalité ou la réciprocité des relations, comme quoi les jeunes ou les mentorés ont aussi des forces et des atouts et qu'ils contribuent également à leur relation est une évolution importante là, du côté du mentorat depuis quelques décennies. Une dernière question pour tout le monde à propos d'un des défis. Et puis, on revient au but du mentorat inclusif. Le but du mentorat inclusif, c'est de favoriser l'inclusion véritable et authentique des personnes qui font souvent face à de la marginalisation. Mais un des risques du mentorat, c'est la promotion de l'assimilation ou de l'acculturation aux normes dominantes. Donc, quand c'est pas bien fait, quand on fait pas attention, parfois le mentorat peut être utilisé pour favoriser l'assimilation. Jennifer, si je peux me tourner vers toi en premier, qu'est-ce que tu observes de ton côté par rapport à ce sujet dans le domaine, dans les domaines à prédominance masculine? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont efficaces pour s'assurer que le mentorat soit pas un outil d'assimilation, mais plutôt vraiment un outil pour la diversité et l'inclusion? Oui, il y a plusieurs outils et le premier que j'aimerais souligner, ce serait l'éducation et le travail en collectif. Donc, si un individu n'est pas au courant du caractère systématique ou systémique des obstacles auxquels il fait face, cette personne-là les prend pour des difficultés personnelles. Et puis, il va travailler sur lui et non pas sur le système ou sur l'environnement. Du moment où on met des personnes ensemble et puis ils reconnaissent une certaine similitude d'expérience, là, ils peuvent faire la distinction. Donc, c'est ce qu'on voit avec les Employee Resource Group qui ont commencé aux États-Unis, qui font aussi leur apparition au Canada. Donc, des ressources pour les employés au sein d'une même entreprise. Ça peut être un club LGBTQ+, ça peut être un ensemble de femmes. Exemple, selon les facteurs d'identité qui fait en sorte qu'un certain groupe est marginalisé ou a moins de pouvoir. Et c'est presque une précondition. Le mentor ou la mentor peut pallier à ce genre de choses. Par exemple, je le vois souvent dans le domaine de la génie. Les ingénieurs sont extrêmement compétents et peuvent construire des bâtiments à 120 étages ou des ponts sur des kilomètres et des kilomètres, mais ils ne sont parfois pas conscients, exemple, des facteurs qui font en sorte qu'une femme est moins engagée par les firmes, et puis ils ne le savent pas, puis ils pensent que leur CV est en cause ou leur compétence est en cause. Ce n'est pas le cas. Les études prouvent le contraire. Donc, un mentor informé, il peut contrarier à ce genre d'informations, mais encore faut-il que le mentor ou la mentor soit informé. Du moment où on fasse, par exemple, un groupe d'ingénieurs femmes ensemble, là, ça devient évident que ce n'est pas un problème personnel. Donc, je pense que c'est vraiment un incontournable. Merci. Nicolas, si je peux me tourner vers toi pour parler un peu des défis à ce niveau en France et quelles solutions vous permettent d'éviter le piège de l'assimilation versus la diversité et l'inclusion. Cette question me pose difficulté. J'ai pas de réponse très précise à apporter, si ce n'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, oui, il y a là aussi, peut-être une contradiction à dépasser entre, une acception du mentorat qui voudrait que le mentorat puisse, être un outil au service de, l'épanouissement et de l'émancipation de chaque jeune, donc en fonction de son identité et faire en sorte qu'il puisse, devenir ce qu'il veut être, d'une part, et d'autre part, une forme d'assignation à pouvoir acquérir des codes, notamment pour faciliter l'insertion professionnelle. Alors comment on arrive à dépasser cette contradiction? J'ai pas encore la recette malheureusement, si ce n'est, montrer à travers la diversité de nos programmes, qu'il y a pas une seule voie, mais plusieurs, et donc ça renvoie encore à la diversité
des types de mentors. Merci. Et puis, ça me rappelle quelques études que j'ai vues justement par rapport au rôle du mentorat pour soutenir l'insertion ou l'inclusion de groupes marginalisés en Amérique du Nord, comme les personnes autochtones au Canada ou les jeunes noirs aux États-Unis qui vont à l'université, par exemple, être comme premiers de leur génération, de leur famille aller à l'université. Il y a cette idée du rôle du mentorat pour les aider à naviguer deux mondes. Comment est-ce qu'un mentor peut les aider, les soutenir pour naviguer des institutions qui appartiennent à la culture dominante? En gros, les universités sont souvent des institutions où la culture dominante est très bien représentée. Et puis, bon, on voit que dans ces cas, le mentorat et les mentors les aident souvent à comprendre comment naviguer ces institutions de manière authentique, où ils peuvent rester fidèles à leurs valeurs et à développer une identité, à réconcilier leur identité avec la culture de ces institutions. Et puis, Bérénice, je ne sais pas si de ton côté, tu as des observations par rapport au rôle du mentorat et le rôle que les mentors peuvent jouer pour l'inclusion ou encore pour l'assimilation, et si vous voyez des solutions intéressantes dans le programme. C'est un peu ce que je disais en fait, c'est que à travers ce qu'ils vont vivre ensemble, en fait, chacun va apprendre un peu de la culture de l'autre, et du coup, cette envie de découvrir, parce que chaque participant au programme est volontaire pour participer et s'inscrit d'ailleurs en tant que bénévole, les jeunes comme les mentors dans le programme. Chacun va apprendre de l'autre en fait, et du coup ça devient plutôt une force en fait de découvrir la culture de chacun, et d'apprendre en fait à découvrir l'environnement dans lequel l'autre a grandi, dans lequel voilà, même si évidemment en présentiel, le jeune n'a accès qu'à l'environnement du mentor, et pas vice-versa, mais c'est peut-être là où est le principal biais, parce que du coup, il n'y a pas vraiment d'immersion. Il n'y a pas d'immersion, mais du coup, voilà. C'est un peu. J'ai pas tellement de réponse à cette question, parce que c'est pas tellement. On travaille pas une aide, en fait. On va vers la sortie de l'isolement, quoi. Mais Peut-être pour rebondir, Allez-y, Nicolas. j'ai un exemple qui me vient en tête, mais qui n'est pas encore effectif, mais plutôt un projet. Il y a tout un enjeu autour des jeunes de nos départements et régions d'outre-mer, aux Antilles, en Guyane, à La Réunion. Ce sont des jeunes qui ont des besoins plus élevés que la moyenne, et que pourtant nos associations accompagnent moins pour l'instant, tout simplement parce que c'est plus coûteux de s'établir hors de la métropole. C'est plus coûteux voilà, de monter des antennes. Mais là, on est en discussion depuis quelques jours seulement avec une émanation du ministère des Outre-mer pour voir quel programme de mentorat dédié on pourrait proposer à un public jeune des Outre-mer, en l'occurrence des étudiants qui viendraient étudier en métropole. Donc il y aurait tout un accompagnement pour faciliter leur arrivée, leur immersion en métropole, alors que ce serait la première fois qu'ils découvrent la métropole, et voilà, des choses qui n'existent pas en outre-mer, comme prendre le métro dans des grandes villes, des choses comme ça. C'est prouvé que c'est une arrivée parfois difficile, et que voilà, ces jeunes peuvent être assez perdus à ce moment-là et décrocher de leurs études. Et puis la deuxième partie de cet accompagnement par le mentorat pourrait être de favoriser leur insertion professionnelle de retour dans les départements et régions d'outre-mer. Alors, ça n'existe pas encore, mais voilà, on se rend compte d'un besoin spécifique, d'un public spécifique. À nous d'essayer de se mettre tous autour de la table pour y répondre, là aussi de manière spécifique. Merci. Merci de vous prêter au jeu. Je vous ai posé une question un peu impossible. C'est une tension qui existe presque depuis toujours dans le domaine du mentorat. Et puis, une des évolutions intéressantes aux États-Unis au cours des dernières années, c'est cette idée de critical mentoring,
où les mentors travaillent de concert avec les jeunes mentorés pour le changement social, c'est-à-dire que le focus de la relation de mentorat, c'est cette idée de développer les compétences des jeunes en leadership et afin de les aider à devenir des agents pour le changement eux-mêmes. Donc, le rôle du mentor, c'est de soutenir les jeunes pour les aider à devenir des porteurs, des vecteurs de changement et aider les jeunes à réaliser leurs objectifs par rapport au changement social. Mais oui, donc, je vais mettre mon chapeau d'historienne pour une minute et parler du fait que le mentorat moderne, surtout pour les jeunes, a ses origines à la fin du 19e siècle où avec une forte empreinte de mission civilisatrice. Donc, encore là, il ne faut pas taire ces origines qui sont un peu équivoques du mentorat et plutôt travailler ensemble pour surmonter les défis et être bien conscient du fait que, oui, il y a des retombées individuelles très importantes qui viennent de ces relations-là, mais que si on met l'effort nécessaire et qu'on est bien conscient du potentiel de changement social de la relation, on peut avoir un impact à l'échelle sociale. Donc, je vais ouvrir aux questions avant qu'on conclue. On arrive déjà à la fin. Je vais commencer par remercier nos intervenants et intervenantes pour cette riche discussion. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou le groupe n'est pas énorme aujourd'hui, donc vous pouvez aussi lever vos mains si vous avez une question pour nos panélistes. Oui, Jennifer. Je peux pas m'empêcher. C'est juste pour que Nicolas sache que on a un enjeu semblable au Canada parce que dans le Grand Nord, les Autochtones, dans les régions autochtones, il n'y a pas d'université parfois, mais il n'y a même pas au-delà de l'âge de 17 ans, il n'y a plus d'institutions. Donc, les jeunes qui veulent continuer leurs études doivent venir vers les villes. Et puis, on a effectivement des programmes. C'est pas un mentorat individuel parce que ce n'est pas des cultures qui sont dans l'individuel. Ce sont des cultures où on fait des choses beaucoup en groupe. Et puis, effectivement, dans ces écoles-là, dans ces lycées, on peut dire, ils ont établi des résidences que pour les Autochtones qui viennent. Et puis, ils vont habiter ensemble avec un house mother, on appelle ça, un Autochtone qui est ici dans la ville depuis longtemps. Il faut penser que, ils n'ont pas vu le métro, mais ils n'ont pas vu des bâtiments plus qu'un étage. Je veux dire, c'est un autre monde. Donc, ils ont trouvé que c'est vraiment important pour qu'ils restent et puis qu'ils puissent. C'est un grand choc culturel, voilà. Merci, Jennifer. Donc, je pense que je peux poser la question de la fin. Pour conclure, je vous demanderai à chacun et chacune de nous parler un peu de ce que l'avenir vous réserve pour vos associations, vos programmes, et puis pour les gens intéressés, comment ils pourraient en apprendre davantage ou s'impliquer d'ailleurs. Donc, je vais partager une diapo, mais je passe la parole peut-être à Bérénice en premier. Oui, alors nous, on est en train de fusionner avec une autre association. Donc, on va avoir plusieurs autres dispositifs qui vont s'ouvrir, notamment des dispositifs de coaching enfin, voilà, plus sur l'insertion professionnelle. Donc, vraiment aussi pour différencier à la fois le programme côte à côte de l'insertion professionnelle. Et voilà, et à terme, l'objectif étant de s'étendre sur les territoires aussi, sur différents territoires, que ce soit en Île-de-France, parce qu'aujourd'hui on est essentiellement sur Paris, ou que ce soit ailleurs en France. Voilà. Et dans nos objectifs principaux, on est toujours à la recherche de mentors et on recrute aussi des services civiques pour rejoindre le programme Côte à Côte. Voilà. Merci. Nicolas? Oui, bah là, dans les 3 prochaines années, la question qu'on se pose avec nos associations, c'est de savoir comment on continue le passage à l'échelle, comment on continue à diffuser beaucoup plus largement le mentorat. Parce qu'entre 2020 et 2022,
nos associations ont quintuplé le nombre de jeunes accompagnés grâce à la politique publique Un jeune, un mentor. On est passé de 30 000 jeunes accompagnés en 2020 à 150 000 en 2022. On va faire à peu près autant cette année. Donc la question, c'est comment on peut connaître une deuxième phase d'accélération, comment on peut se tourner vers les jeunes qui en ont le plus besoin et qui ne vont pas spontanément frapper à la porte de nos associations. Comment on peut aller les chercher. Et donc là, la réflexion qui serait une forme d'innovation, ce serait de toujours garder le postulat du fait que le jeune doit être volontaire pour être accompagné, mais de mettre en responsabilité les institutions prescriptrices pour que ce soit elles qui soient dans l'obligation de proposer du mentorat aux jeunes et ensuite libre aux jeunes de l'accepter ou pas. Ça existe déjà pour le champ de l'aide sociale à l'enfance, même si ce n'est pas encore beaucoup mis en pratique, mais on pourrait répliquer ce fonctionnement auprès d'autres institutions et on pense bien sûr à l'éducation nationale, mais ce n'est pas encore fait. Merci. Jennifer? Merci beaucoup. Donc, Mentorat Québec a le vent dans les voiles. On a plusieurs projets. Donc, comme pour le collectif Mentorat, on veut passer à l'échelle nous aussi, que ce soit à travers le parcours dont j'ai déjà parlé, ou on a un autre programme qui est vraiment très populaire. C'est un programme d'implantation de programmes de mentorat dans les PME, donc les petites et moyennes entreprises. Donc, le Québec, une majorité de Québécois et Québécoises travaillent dans les petites et moyennes entreprises. De rendre le mentorat à leur portée est important pour nous. On veut aussi atteindre d'autres publics en fonction des facteurs d'identité. Donc, j'ai parlé de la communauté LGBTQ+, tantôt. C'est un des nouveaux arrivants, c'est un autre. Pour rendre notre société largement plus inclusive, plus agréable. Et puis, moi, j'ai un projet secret, j'aimerais bien voir le mentorat dans la fonction publique. Je trouve la fonction publique est un grand employeur au Québec. Et puis, je trouve que ce serait un bon vecteur pour améliorer l'inclusion dans notre société. Merci beaucoup Bérénice, Nicolas et Jennifer pour cette conversation enrichissante. En terminant, je vous rappelle que janvier est le mois du mentorat et je sais que Mentorat Québec a beaucoup d'activités planifiées, y compris un webinaire que j'animerai avec certaines de mes collègues le 17 janvier et le forum le 31. Je suis certaine que le collectif Mentorat a aussi beaucoup d'activités planifiées. Donc, si vous êtes en France, tournez-vous vers le collectif pour être à l'affût des activités prévues. Du côté de Mentor Canada, nous avons toute une campagne promotionnelle et de sensibilisation du public qui sera déployée en janvier. Donc, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre si vous suivez le lien du code QR sur la diapo ici. Vous pourrez vous inscrire à l'infolettre pour être à l'affût et recevoir notre trousse à outils pour la promotion du mois du mentorat en janvier le plus tôt possible. Donc, merci à tous et toutes. Merci à Nicolas, Bérénice et je vous souhaite tous et toutes une belle journée. Et bonne fin de journée en France. Je sais qu'il est déjà tard. Merci de vous être prêté au jeu en fin de journée. Et merci à toi, Véronique. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée.